Élu dans Jean Talon en 85, Gilles Rémillard est l'homme de confiance de Robert Bourassa. Il a été l'architecte de la position du Québec dans les négociations constitutionnelles de Meach et Charlottetown. Fédéraliste de conviction, il entretient de grandes ambitions pour le Québec qu'il veut doter d'un rayonnement international. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Rémillard. Bonjour, M. Morin. Dans la période de ratification par les provinces de l'accord du lac Meach, où vous sentiez quelques résistances, avez-vous songé à modifier les 5 conditions du Québec pour faciliter la ratification? Non. Pour nous, c'était très clair. Ces 5 conditions, c'était les 5 conditions qui étaient de base, qu'on ne pouvait pas retoucher. Pour nous, c'était essentiel d'avoir ces 5 conditions. On pouvait aménager peut-être d'autres possibilités qui venaient compléter, si vous voulez, mais ces 5 conditions étaient intouchables. On a toujours gardé cette position-là du début à la fin de nos discussions et les gens savaient, nos partenaires fédéraux savaient qu'on ne bougerait pas sur les 5 conditions. Quelques mois avant l'échéance, le gouvernement Mulroney arrive avec de nouvelles idées, de nouvelles propositions, ce qu'on a appelé le rapport Charest. Est-ce que ça vous a aidé? Le rapport Charest, oui. Le rapport Charest est arrivé à un moment particulièrement crucial. Là, les choses vont difficilement. On se rend compte qu'avec certaines provinces, donc Nouveau-Brunswick, Manitoba, Terre-Neuve en particulier, on aura des difficultés, qui n'ont pas encore voté leur résolution. Le temps avance rapidement. On est à quelques mois de l'échéance du 3 ans, donc 23 juin 90. M. Mulroney donc confie à M. Charest, qui alors est au gouvernement fédéral, lui confie la tâche de faire un rapport sur ce qui est possible de faire. Et ce rapport nous a aidés en ce sens qu'il a protégé ce que nous voulions avoir donc en fonction de ces 5 conditions, en évoquant des possibilités ensuite de continuation, donc des engagements de continuation pour les discussions qui vont suivre. Parce qu'il y avait d'autres provinces, le Québec n'était pas le seul à vouloir avoir des changements en ce qui regarde le partage des compétences législatives. Il y avait d'autres provinces aussi qui étaient très intéressées à reprendre les négociations constitutionnelles et qui avaient la même préoccupation que nous, on pouvait avoir. Alors, le rapport Charest, en ce sens, a été bénéfique. Il a réussi, Jean Charest a réussi un tour de force, je dois dire, en faisant ce rapport et en protégeant ce que nous avions à protéger dans nos négociations comme gouvernement québécois, sur nos 5 conditions, et en faisant les ouvertures nécessaires pour ramener à la table pour un dernier sprint, si vous voulez, pour compléter les signatures des résolutions. Ce dernier sprint arrive autour du 9 juin 90. Il manque 2 semaines avant l'échéance. Oui. Vous êtes convoqué à Ottawa. Ça doit durer une journée, ça dure 3 jours. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une très, très dure discussion, très dure rencontre. On est tout près de l'échéance, à quelques jours de l'échéance. On est le 9 juin, l'échéance est le 23 juin. C'est vraiment la rencontre de dernière chance. Pendant les dernières semaines, il y a eu le rapport Charest, il y a eu aussi d'intenses discussions avec les provinces qui n'ont pas encore voté la résolution, avec le Nouveau-Brunswick, avec Terre-Neuve, avec le Manitoba. Les choses vont... On a toujours confiance qu'à la dernière minute, il pourra y avoir quand même,
va y avoir entente qu'ils vont voter. Mais c'est difficile. Et le premier ministre Mulroney convoque donc les provinces à une rencontre à Ottawa, rencontre de la dernière chance. Il parle d'une rencontre d'une soirée. C'est une rencontre qui durera 3 jours. C'est une rencontre que probablement dans l'histoire de la Fédération canadienne, il n'y a pas eu beaucoup de ce genre de rencontres aussi importantes sur le plan stratégique, bien sûr, pour l'avenir du pays, mais aussi émotives, aussi difficiles sur le plan humain. Des premiers ministres qui en viennent presque au cou. Des paroles qui sont prononcées parfois d'une façon très dure. Et vous avez là des gens qui s'affrontent en fonction de principes qui sont au fondement de la Fédération canadienne et qui impliquent le Québec, mais qui impliquent aussi d'autres provinces qui n'ont pas les mêmes pensées aussi. On n'est pas les seuls au Québec à avoir, disons, notre perspective du fédéralisme canadien. D'autres provinces l'ont aussi. Alors, c'est une discussion qui est là pour trouver un compromis sur l'entente du lac Meach et faire voter Terre-Neuve, faire voter le Nouveau-Brunswick et le Manitoba. Le Nouveau-Brunswick, on est toujours confiant parce que les francophones Nord-Québec, c'est des amis. Les Acadiens, c'est des amis. On leur parle, on leur dit, écoutez, ben voilà, on va trouver des solutions. On est confiant de ce côté-là. Du côté du premier ministre Wells, on est confiant aussi parce que il y a de plus en plus de gens d'affaires qui sont là. Donc, ça va encore assez bien. C'est pas si mal. Au Manitoba, ça paraît plus difficile, beaucoup plus difficile. Donc, cette rencontre est à Ottawa. Des discussions extrêmement dures, extrêmement difficiles. Et arrive ce grand moment où finalement le premier ministre, après 3 jours, dit, écoutez, on a un consensus. On est d'accord, là. Et puis, sur la base du rapport Charest, pour ouvrir après l'encontre du lac Meach sur d'autres négociations, pour faire en sorte à ce qu'on puisse avoir ensemble une continuité dans l'évolution de notre fédéralisme. Je crois qu'on s'entend. On fait la rencontre formelle demain, et puis ce sera un grand moment. De fait, le lendemain, à Ottawa, au centre des conférences, avec tout ce qui est de plus solennel. Le premier ministre annonce qu'il y a un consensus, finalement, et que toutes les résolutions seraient votées pour que Meach puisse faire partie de la Constitution. Et on passe un livre pour que chaque premier ministre signe l'Ontario, le Québec, et à ordre comme ça d'entrer dans la Fédération canadienne. Arrive Terre-Neuve, qui à ce moment-là est regardé de plus près, parce que M. Wells était celui qui exprimait, comme premier ministre, le plus de réserve concernant, entre autres, la société distincte. Alors qu'au Manitoba, on disait, ben ça dépend, on va pouvoir essayer de trouver un compromis, Nouveau-Brunswick aussi. Mais c'était à ce moment-là M. Wells qui symbolisait l'opposition, avec un peu la pensée Trudeau. Parce que Trudeau avait fait aussi son discours qui avait une portée considérable. Et Wells était dans ce mouvement de cette pensée de Trudeau concernant la société distincte. Et arrive donc le livre qu'on dépose devant le premier ministre de Terre-Neuve, M. Wells, pour sa signature, et il signe. Acclamation, les gens se lèvent, les gens pleurent, on applaudit. C'est extraordinaire parce que là, on croit que ça sera fait. C'est comme ça. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il avait signé qu'il ferait possiblement un référendum ou qu'il ferait une possibilité éventuelle de faire voter la résolution. Il n'y avait rien de ferme, rien de concret. Mais au moins, il y avait un engagement. Mais nous, on croyait à ce moment-là que cet engagement était beaucoup plus ferme. Ensuite, ce qu'il a fait, il a demandé, à la suite de sa rencontre avec M. Mulroney, qui l'a visité donc à Terre-Neuve,
M. Wells a demandé, de fait, à la Chambre de voter. Et là, on savait que probablement que lui ne voterait pas, ou même s'il votait contre, que quand même, il y avait 2 ou 3 votes qui feraient la différence, mais en faveur de l'entente du Lac-Meech. Au moment de passer au vote à la résolution de Terre-Neuve, alerte à la bombe. Au Parlement de Terre-Neuve. Parlement de Terre-Neuve. Alerte à la bombe. Pourquoi? Bon, c'est un petit peu nébuleux, on peut lire ça ici et là. Il y avait une grève importante avec les infirmières, il y avait des problèmes sociaux, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a eu une alerte à la bombe et le vote n'a pas eu lieu. On dit, bon, on va reporter le vote. Mais pendant ce temps-là, au Manitoba, il y avait M. Harper, Ejila Harper, le chef autochtone, avec sa plume comme symbole, qui s'opposait et qui en était aux dernières limites aussi. Le temps comptait, là. Et M. Filmon ne voulait pas faire le vote sans qu'il l'accepte. Il ne voulait pas passer par-dessus cette obstruction de M. Harper. Alors, finalement, le vote au Manitoba ne s'est pas fait. Et M. Wells, à Terre-Neuve, le premier ministre de Terre-Neuve, a dit, bien, écoutez, puisque le Manitoba ne le fait pas, moi, ça ne me donne rien de le faire, il faut l'unanimité. Alors, moi, je n'ai pas besoin de voter. Le Nouveau-Brunswick l'avait fait. Le Nouveau-Brunswick l'a fait. Le Nouveau-Brunswick l'a fait à la suite de la rencontre d'Ottawa. Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion de ces derniers jours? Difficile. Déception. Mais aussi, je devrais dire, espoir et prise de conscience d'une réalité canadienne qui est là et qui m'a amené à avoir une meilleure compréhension, je vous dirais, de cette réalité canadienne en fonction de les perceptions, les réalités que nous avons un peu partout sur le territoire canadien. Monsieur le Président, peut-être que vous me permettrez, au début de mon allocution, d'informer cette Chambre que le premier ministre du Québec fera des remarques préliminaires à la suite des événements qui se sont passés aujourd'hui concernant l'entente du Lac-Meech en cette Chambre à la fin de nos travaux. Jusqu'à 1985, on disait « What does Quebec want? » Nous avons exprimé clairement les demandes du Québec. Et toute l'équipe du gouvernement, et je veux rendre hommage au ministre responsable, député de Jean Talon, qui a fait un travail extraordinaire dans la réalisation de ce dossier et avec toute son équipe. Je vais vous confier quelque chose. Le mot « société distincte » était mal choisi. Ah bon? Pourquoi? C'était le mot qui, en 1985, s'imposait au niveau du droit international, comme je vous l'ai mentionné. Si on avait parlé de peuple, ça ne correspondait pas à la réalité québécoise. Si on avait parlé de nation, on aurait dit vous êtes des séparatistes. Une nation, c'est avec un État indépendant. On l'a pris société distincte. Mais quelques jours après l'entente du Lac-Meech, je suis parti dans les provinces, donc, pour expliquer mon entente. Et j'arrive à l'Université d'Alberta. Là, vous revenez en 87. Là, je suis en 87. Je me retrouve donc à Calgary, l'Université de Calgary. Et il y a donc une assemblée formée d'étudiants, de professeurs qui sont là. Et j'essaie de faire un discours pour expliquer qu'est-ce que c'est l'entente du Lac-Meech. Et on passe à la période de questions. Question dans la salle, un professeur qui est maintenant dans un grand poste canadien qui me pose la question. Monsieur le ministre, why you Quebecers want to be recognized as distinct, as superior in this federation? Et là, pour la première fois, je me suis rendu face à cette situation où on ne nous avait jamais dit qu'en anglais, le mot
distinct peut signifier et signifie très souvent supériorité. De sorte que pendant ces 3 ans, on a eu à expliquer, non, we really don't want to be recognized as distinct, as superior. We want to be just distinct according to our specificities. Nos réactions à nous étaient très positives. C'était pas perçu de la même façon. Mais pas du tout d'autre façon. Et à un moment donné, j'ai dit au sénateur Murray, ministre responsable du Côté canadien, mais qu'est-ce que c'est ça? Quand je suis revenu de cette tournée, comment ça se fait-il que le mot distinct en anglais, distinct, ça signifie supériorité? Ben, il dit oui, ça peut vouloir dire supériorité. Mais qu'est-ce qu'on va faire là? Ben, c'est pour ça que ça peut comprendre des problèmes. Et on a traîné ça. On a traîné ça pendant, donc, tous ces mois et ces 3 ans de discussion. Ça a été difficile. Et quand est arrivée la loi 178 sur l'affichage, où on demandait au Québec qu'il n'y ait qu'un affichage unilingue, où la Cour suprême avait dit que c'était inconstitutionnel, etc., etc. Le recours à la clause non-obstant. Le recours à la clause non-obstant pour aller à l'encontre des droits et libertés fondamentales. Mettez ça tous ensemble. Distinct. Clause non-obstant. Charte des droits. Alors, à un moment donné, il faut regarder les choses aussi, puis se dire, bon, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire autrement? Maintenant, c'est très facile à dire ça. Parce que le Parlement canadien a voté presque à l'unanimité. À l'unanimité, certains sont allés aux toilettes, probablement, n'ont pas voté. À l'unanimité, le fait que les Québécois forment une nation. Mais imaginez, si on avait, en 85, demandé que le Québec soit reconnu comme une nation, ça aurait été le lever du bouclier, on aurait dit « vous êtes des indépendantistes ». Mais aujourd'hui, c'est normal. Il y a eu, donc, à partir de 90, il y a eu cette mondialisation des économies. Et on a compris que le mot « nation » pouvait se coller à un État qui n'est pas nécessairement souverain, mais qui est autonome, qui fait partie d'un ensemble. Alors maintenant, nous sommes reconnus comme nation. Mais en 85, à part société distincte, c'est pas seulement une question de sémantique. C'était difficile de trouver un terme qui convenait. Oui, mais le mot « société distincte », comme vous dites si bien, c'était difficile de trouver. On ne pouvait pas trouver d'autres termes, là, de par le contexte de cette époque-là. Mais aujourd'hui, 20 ans après, on s'aperçoit qu'on est maintenant reconnu comme nation, ce qui est beaucoup mieux que société. Beaucoup, beaucoup mieux. Mais que c'était un objet important dans les difficultés que nous avons eues. Et si le lac Meech ne s'est pas fait, c'est en très grande partie à cause de cette signification de société distincte. Les gens ne parlaient pas du pouvoir de dépenser, les gens ne parlaient pas de l'immigration, les gens ne parlaient pas de la Cour suprême. On parlait de quoi? On parlait de la reconnaissance du Québec comme société distincte. En 90, quand vous avez constaté la non-ratification de l'accord par 2 provinces, est-ce que vous avez songé à un recours en Cour suprême? Oui. J'ai reçu un appel du sénateur Murray le 21, le 22 juin. On est arrivé à la fin, là. Et le sénateur Murray me dit « Gilles, je pense que c'est terminé. Malgré tous les efforts qu'on a faits, M. Fieldman ne veut pas demander à son Assemblée de voter la résolution. Il veut respecter M. Harper, A.J. Harper, qui s'oppose. » Bon, il dit « c'est fini, c'est terminé. » Ce qui nous reste peut-être comme possibilité, c'est d'aller devant la Cour suprême. Et il faudrait demander à la Cour suprême si vos 5 conditions nécessitent vraiment chacune la clause de l'unanimité, donc toutes les provinces du gouvernement fédéral, ou si on peut se satisfaire pour certaines, comme la société distincte, de la formule d'amendement de 7 provinces, 50 % de la population.
Alors, j'ai écouté, on va penser à ça. J'ai rencontré le premier ministre Bourassa et nos conseillers. On a fait une rencontre. On est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas laisser dans les mains de la Cour suprême du Canada le soin de décider sur des questions qui sont essentiellement politiques et qui auraient pu nous mettre dans des situations encore plus difficiles, beaucoup plus difficiles. J'avais rencontré des gens à Ottawa et on s'est dit, non, c'est terminé, on va tourner la page, on va en tirer nos conclusions, on va tenter de faire des choses autrement, mais on ne peut pas aller jusqu'en Cour suprême pour ça. Je ne crois pas que ça puisse servir correctement les intérêts du Québec. Dans cette façon de faire les choses autrement, est-ce qu'il y avait dans votre esprit une autre ronde de négociations avec des choses différentes? On sentait bien qu'on avait semé, là. Parce qu'il y avait quand même 8 provinces qui avaient voté la résolution. On avait donc quand même le sentiment que l'entente du lac Meach signifiait quand même une certaine base de discussion si on voulait continuer pour quelque chose d'autre. Et on s'est dit, bien, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait faire un pas de plus et mettre des compétences législatives. Et faire un pas de plus. Alors, voyons cette fin de Meach comme le début de quelque chose d'autre. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on commence quelque chose d'autre. Sur quelle base allons-nous nous référer? Comment allons-nous nous situer comme négociateurs, si vous voulez? Mais pour nous, on s'est dit, ben voilà, c'est la possibilité d'essayer de faire quelque chose d'autre et peut-être plus complet. D'où l'entente de Charlottetown. Auparavant, tout de suite après l'échec de Meach en 90, M. Bourassa a mis sur pied la commission Bélanger-Campeau sur l'orientation, l'avenir du Québec. Qu'est-ce que vous attendiez de cette commission-là? La commission Bélanger-Campeau, du nom donc de 2 éminents Québécois, avec beaucoup de crédibilité dans la société, c'était pour pouvoir faire le point. Essentiellement de faire le point. Après, donc, cette période de 3 ans pas facile, et même 4 ans, près de 5 ans, avec les négociations qui ont précédé l'entente du Meach, on voulait pouvoir faire le point, dire, bien, quelle conclusion on doit en tirer? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et dans quelle position devons-nous nous mettre pour continuer? Comment peut-on établir nos bases maintenant de discussion, de négociation, à partir de ce qui vient de se passer? Or, peut-être que la meilleure façon, c'est justement d'avoir une commission qui va se promener partout dans les grandes régions québécoises et qui va recevoir les commentaires, qui va recevoir les réactions de nos gens, tant des experts que des citoyens, des groupes de citoyens. Et à partir de là, on verra. Et cette commission Bélanger-Campeau est arrivée à une recommandation, entre autres, qui a conduit à la loi 150, prévoyant un référendum sur la souveraineté. Est-ce que c'était une avenue que vous aviez vraiment arrêtée ou c'était une stratégie pour convaincre le reste du Canada encore d'adhérer à vos 5 conditions? Bien, en fait, c'était un peu des deux, en ce sens que ce qu'on s'est dit, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne que les choses sont très sérieuses. Très bien, on est prêt à discuter, très bien, nous sommes fédéralistes. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne aussi que si on ne peut pas trouver le moyen de donner au Québec tous les outils dont il a besoin, bien, il va falloir que des décisions soient prises. Alors, ce n'a pas été facile, je vais vous confier, là. Ce n'a pas été facile de faire à l'intérieur du Parti libéral du Québec, à l'intérieur du caucus des députés, à l'intérieur du Conseil des ministres, de faire un consensus pour dire, voilà, nous allons mettre comme disposition maintenant que si nous n'avons pas d'offre
que l'on considère assez intéressante, on pourrait éventuellement demander qu'il y ait un autre référendum. Référendum, bon, la marge de manœuvre était là pour le premier ministre. Référendum sur un fédéralisme renouvelé, référendum sur une souveraineté du Québec, référendum sur... Bon, on verra. Mais c'est le peuple qui va décider. Le principe auquel on voulait se référer, c'est qu'à un moment donné, si les gouvernements se retrouvent dans cette situation-là, si l'Assemblée nationale se retrouve dans cette situation-là, il y a un maître d'œuvre qui s'impose, et c'est le peuple. C'est les Québécois à décider. Donc l'idée du référendum, c'était une référence directe à la volonté du peuple. Il y avait une situation particulière, aussi un contexte particulier au Québec durant ces mois-là des années 90. Crise d'Oka, crise autochtone d'Oka, récession économique qui commençait à avoir des résultats négatifs et le début de la maladie de M. Bourassa. Est-ce que ces éléments-là ont joué? Oui. Je crois que vous venez de faire un tableau, vous venez d'indiquer des facteurs qui ont profondément évolué, fait évoluer, dis-je, le dossier constitutionnel à partir de la fin de Meach, 90 donc. À partir de juillet 90, on apprend, que le premier ministre est très malade. Un vilain mélanome, un cancer, donc très malade. On a aussi une situation économique très difficile. C'est une récession qui a commencé, et on est le premier pays, le Canada, à rentrer en récession, fin 89, avec l'Ontario qui faisait des déficits jusqu'à 14 milliards de déficit. Et en plus, arrivent ces problèmes à Oka, la crise d'Oka, où à cause d'une question de terrain, les Autochtones décident de monter les barricades, intervention de la Sûreté du Québec et le meurtre, le décès du caporal Lemay. Je suis en fonction à ce moment-là aussi comme ministre de la Justice. On est dans un contexte de l'après-Meach et on est donc face à des situations très, très, très difficiles, encore une fois. Très difficiles. Je me souviens où j'étais à dîner chez des amis dans les cantons de l'Est et je reçois le téléphone de mon collègue John Chacha, qui était négociateur. John, qui était un bon négociateur et aussi qui avait cette sensibilité pour les Autochtones particulièrement importante, je dirais. John me dit, Gilles, on vient d'avoir une entente avec les Autochtones et je t'annonce que c'est terminé, il n'y aura pas de guerre, on accepte de faire une entente et tout le monde est très content. Bravo, John. Très bien. C'est ce qu'il nous fallait, hein, pour le travail. Mais il me dit, il y a juste une condition. Il faut que tu leur donnes l'amnistie. Comme procureur général, j'ai dit, ça signifie quoi, John? Ça signifie, comme procureur général, que j'ai devant moi les preuves qui démontrent qui a tué le caporal Lemay, qui a détruit des maisons, qui a tabassé des personnes, qui a fait toutes ces choses-là, ces crimes. Et je m'engagerai comme procureur général à ne pas poursuivre. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et je me souviens très bien des mots de mon collègue John. Il dit à ce moment-là, Gilles, il se peut que nos mains soient tachées de sang. Je peux vous dire que j'ai trouvé ça très dur. Merci, M. Rémillard.